Test. 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 Test.
Oui, et en fait, c'est Salwa qui va parler en premier. Salwa? Pourquoi il y a des places réservées? C'est pour les panélistes après. Oui. Tu vas t'asseoir tout de suite ouais, de la famille. Il va falloir fermer la... Allez, allez, non, 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 il faut que ça alterne parce que t'es le seul homme, il faut que tu sois au milieu. Non? Non. Alors, on va vous inviter à vous asseoir. Andréane, si on peut tranquillement fermer... Allô Liliane. Bon. Il reste encore quelques places devant pour ceux qui veulent se rapprocher. Alors, je suis très contente de voir que la salle est quand même pas mal remplie alors qu'on a un début de tempête. Moi, j'avais peur que le sujet attire moins et force est de constater que la charge émotionnelle des minorités visibles attire pas mal de monde ce soir. Alors, bienvenue. Bienvenue à notre Desjardins Lab où on tient régulièrement tous les mois des rendez-vous hashtag Ensemble pour vrai. Mon nom c'est Salwa Salek pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis directrice principale en charge du développement organisationnel mais surtout leader de la diversité et de l'inclusion chez Desjardins. C'est sûr que moi c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et on le fait en décembre et on va projeter tout à l'heure, vous êtes dans un panel mais un panel cinéma. On va projeter le documentaire Bagages qu'on a déjà projeté l'année dernière. Et ce n'est pas pour rien que ça se passe en décembre, parce que le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Et c'est une manière pour nous de soutenir cette journée-là et d'exprimer notre engagement par rapport à la migration et l'apport de l'immigration au Québec et au Canada. Donc je vois que la salle, elle est quand même pas mal diversifiée. Je vois aussi que le groupe majoritaire est là également. Donc au moins, on n'est pas juste une gang d'immigrants entre nous. C'est quand même agréable parce qu'on ne peut pas juste changer juste entre nous. Vous comprenez ça fait que c'est vraiment le fun d'avoir autant de diversité autour de la table. On a un super panel avec Kim, Sherazade, Moussa et puis Rachida Asdouz qui est au fond. Vous allez voir un panel très diversifié d'experts. Et ça sera animé par notre superbe Audrey Curassier qui gère tous nos événements hashtag Ensemble pour vrai. Alors, je veux remercier Catalyst, représenté par Sherazade, parce que c'est un rapport, au fait, on va traverser le panel, mais on a décidé de ne pas traverser le rapport en premier, puis après un panel. On veut vraiment une discussion et un échange avec vous, donc il va commencer sous forme de panel, mais l'idée c'est d'avoir un échange avec vous qui va se prolonger par la suite avec le cinéma, et parce que bâtir un monde inclusif, ça doit se faire dans le dialogue et ça doit se faire dans le partage. Alors un grand merci à Catalyst, qui est notre partenaire, d'avoir accepté non seulement d'être là, puis de partager tout ça avec nous. Fait que merci à chacun de vous. Sans plus tarder, je vous invite à prendre place. Merci. On s'installe, Rachida. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre, malgré la neige. Alors, je voudrais commencer par dire que la charge émotionnelle des minorités visibles est un sujet qui n'est pas très connu, même de la part des personnes racisées, des minorités visibles elles-mêmes. Donc, c'est quelque chose qu'on a pensé avec Catalyst, partager avec vous, parce qu'on pense que c'est un sujet important et mais méconnu. Alors j'espère que vous allez pouvoir retirer un maximum d'informations et peut-être des solutions pour faire en sorte que cette charge soit moins lourde. Voilà. Alors je vais commencer par demander aux panélistes de
brièvement raconter leur parcours, d'où ils viennent, et puis en quoi le sujet les intéresse. Kim, tu veux commencer, Oui, s'il te plaît? je suis au tout début. Alors, bonjour tout le monde. Kim Nguyen, donc je suis directrice principale des solutions de paiement en technologie chez Desjardins. Donc, je suis ici non pas pour parler de mon rôle de directrice principale, ça serait trop facile. C'est vraiment de parler de mon expérience donc en tant que réfugié politique, donc venue à l'âge de 4 ans donc à Paris, ayant vécu en France, ayant été éduquée par la République française et puis après ça, ayant décidé d'immigrer en fait au Canada. Donc, l'expérience de la charge émotionnelle, je l'ai vécue. Alors, mes collègues, en fait, qui sont aussi ici, en fait, sont en train de me terroriser parce que finalement, c'est une partie de mon expérience que je n'ai jamais partagée. Donc, je suis très heureuse de pouvoir en parler ce soir au panel. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais juste rappeler qu'on est en territoire autochtone non cédé et la nation Kanien'kehá:ka est la gardienne des terres sur lesquelles on se trouve. Il y a quelques années, la commission Vérité et Réconciliation a produit un rapport qui donne des recommandations aux institutions et aux communautés sur des mesures à mettre en place justement pour faciliter la réconciliation. Donc, j'inviterai Desjardins à consulter ce rapport, voir quelles mesures peuvent être mises en œuvre chez Desjardins. Par exemple, la ville de Montréal a appliqué récemment plusieurs mesures dans ce sens. Donc, mon nom est Moussa. J'ai été pendant quelques années le président du Conseil interculturel de Montréal. Actuellement, je suis sur le comité Art et Vivre Ensemble du Musée des Beaux-Arts. Et dans le fond, aujourd'hui, j'ai plutôt parlé de mon expérience personnelle comme à titre de membre ou de communauté ou d'employé d'organisation où j'ai pu observer des faits, des comportements en lien avec la charge émotionnelle, pas juste des personnes issues de la diversité, mais des personnes en position de minorité, que ce soit des personnes en situation de handicap ou des femmes. C'est ça. Merci. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici. Merci Salwa pour l'invitation. Alors, moi, personnellement, c'est sûr que je travaille pour une organisation qui a sorti un rapport. Donc, c'est sur la charge émotionnelle. Fait que c'est un peu notre rôle comme Catalyst, là, comme OBNL aussi, de parler de ces questions-là. Même si parfois, c'est des enjeux qui sont difficiles à aborder dans le contexte organisationnel. Et personnellement, c'est sûr que ça m'interpelle aussi, étant une femme d'origine iranienne, qui a aussi qui a vécu en Iran, mais aussi qui a vécu une partie de mon enfance en France. Donc, j'ai vu un peu c'est quoi, dans le fond, être une personne issue de l'immigration, puis vivre un certain nombre de défis d'intégration dans différentes sociétés. Bien, bonsoir tout le monde. D'abord, merci de nous inviter et merci à vous d'être ici. Moi aussi, je suis très étonnée de voir autant de monde ce soir. Moi, je suis psychologue interculturelle, donc c'est sûr que la charge émotionnelle, ça m'intéresse parce que c'est la dimension affective, psychologique de l'intégration. Et pour travailler sur la question de l'intégration et de l'inclusion et de l'EDI depuis, est-ce que je dois le dire ? Je vais trahir mon âge, depuis 30 ans maintenant. Je constate autant dans mes recherches que dans mon travail de formation, d'enseignement et d'intervention et de médiation que c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on a beau travailler sur toutes les stratégies d'inclusion possibles et imaginables, si on ignore cette partie immergée qui est cette espèce de devoir d'exemplarité et cet impératif de perfection que s'imposent des personnes issues des minorités, et je parle de toutes les minorités, ça inclut les minorités sexuelles. Ça commence d'ailleurs par les femmes qui devaient jongler avec la double tâche et qui se sentaient obligées d'être des mères parfaites, des épouses parfaites, des amies parfaites. Autrement, elles se sentaient coupables. Et ensuite, on peut étendre ça à toutes les autres minorités. Donc pour moi, la charge émotive, c'est d'abord un intérêt professionnel et c'est surtout pour moi une dimension de l'inclusion qui est fondamentale et si on ne la travaille pas, eh bien, on passe à côté. C'est aussi important que le plafond de verre, en fait. Voilà. Merci Rachida. Je voudrais qu'on commence par définir ce que c'est la charge émotionnelle.
Est-ce que tu veux te lancer, Sherazade, s'il te plaît? Avec plaisir. Juste peut-être un petit peu de contexte autour du pourquoi aussi. On a fait une série d'études, en fait, depuis plusieurs années sur la charge émotionnelle chez Catalyst. En fait, mon organisation travaille beaucoup sur les enjeux d'avancement des femmes au travail, dans différentes organisations depuis les années 1960. Et en fait, on s'est rendu compte que souvent, quand on parle des femmes leaders ou l'avancement des femmes, implicitement, on faisait référence aux femmes caucasiennes. C'est inconscient dans le fond. Hein? C'est comme quand on pense, des fois, on pense aux leaders, on pense aux hommes. Hein? C'est un petit peu inconscient, puis qu'il fallait, dans le fond, essayer de comprendre un petit peu plus les enjeux qui étaient spécifiques à ces groupes. Donc, c'est parti vraiment de cette préoccupation-là. Le rapport, dans le fond, qu'on a sorti en juillet dernier, ça touche aussi les hommes, dans le fond, c'est les femmes et les hommes issus des minorités. Donc, comment on définit la charge émotionnelle, en anglais, emotional tax? C'est, dans le fond, une combinaison de différentes choses. Le fait, par exemple, de se sentir toujours différent au travail. Et aussi, et surtout, c'est ce qu'on a étudié dans notre rapport, le fait d'appréhender, d'être sur ses gardes, parce qu'on sait qu'on va faire face à de l'exclusion ou à des préjugés en milieu de travail. Donc, c'est un petit peu cette énergie aussi qui est dépensée à toujours essayer de se préparer à d'éventuelles situations d'exclusion. C'est de l'énergie, dans le fond, qui n'est pas dépensée au travail. Puis aussi, on va parler des conséquences. Ça a une conséquence sur le bien-être des employés. Et dans le fond, je vous invite aussi à lire le rapport. Il y a des entrevues qu'on a faites. Il y a vraiment des témoignages. Puis on s'est aperçu aussi que quand on faisait des entretiens avec des personnes, des professionnels issus des minorités, ça a pris beaucoup de temps avant que certaines choses ressortent. Donc, ce n'est pas toujours facile de parler de ces questions-là parce qu'on ne veut pas non plus passer pour des victimes. Et donc, il y a toutes sortes de situations d'exclusion qui nous ont été relatées. Puis, ce que ça fait, en fait, c'est que parfois, les personnes qui vivent cette charge émotionnelle vont avoir tendance à cacher certaines parties de leur identité. Alors, ça peut être la façon de parler, la façon de se comporter, toutes sortes de choses qui font finalement qu'on n'a pas des personnes qui sont authentiques au travail. Fait qu'il y a comme une perte comme ça qui est amenée au travail. Puis je veux juste aussi dire qu'avec ce concept-là, on parle d'exclusion à tous les jours. Fait que c'est pas des gens, c'est des gens qu'on a sondés, sont des gens qui sont intégrés économiquement. C'est des gens qui ont des emplois, parfois même qui sont assez élevés au niveau de la hiérarchie. Et là, on amène un petit peu la lumière sur toutes les expériences d'exclusion qu'on peut vivre au quotidien. Moi, pour faire du pouce un peu sur ce que vous dites, d'abord, il faut distinguer la charge mentale de la charge émotionnelle, mais c'est très difficile. La frontière entre les deux est floue. Hein. Donc, la charge mentale, c'est vraiment de considérer qu'il faut tout faire, qu'on doit veiller à tout, qu'on ne délègue pas. La charge émotionnelle, on s'institue beaucoup plus au niveau des tripes et des émotions, et tout le monde la porte. Je veux dire qu'on soit issu d'une minorité ou non. C'est important. Il y a des gens qui ont, par exemple, le syndrome de l'imposteur, qui pensent qu'ils ne sont pas à la bonne place, qu'on s'est trompé de casting et qu'il faut qu'ils rament pour pallier. Pour les personnes en situation minoritaire, la charge est plus grande parce qu'il y a cette espèce d'exclusion au départ et d'accès difficile. La meilleure façon pour moi de le définir, c'est de donner quelques exemples. Alors c'est, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, les femmes qui jonglent avec la double tâche, qui se sentent obligées d'être des mères parfaites, qui se sentent coupables de négliger leur famille ou leur travail. Les femmes qui ont accès au pouvoir et qui s'imposent un devoir de rationalité. Je dois être rationnelle, je ne dois pas pleurer, je ne dois pas crier, parce qu'elles ont peur de passer pour des personnes impulsives, régies par leurs tripes et leurs émotions. D'accord ? Des personnes issues d'un régime totalitaire et qui n'osent pas exprimer leur insatisfaction ou juste s'affirmer au travail, surtout quand elles sont en position de pouvoir, parce que leurs employés vont dire, on le sait bien, il vient d'un pays totalitaire, donc il exerce son pouvoir comme dans son pays d'origine. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans les années 90,
des personnes qui disaient « Ah oui, ils viennent des pays de l'Est, mon patron. Alors c'est sûr qu'il est autoritaire. » Alors que puis finalement, la personne a juste un accent et une façon beaucoup plus assurée de parler. Et tout de suite, on fait allusion à son origine. C'est extrêmement lourd. Moi, j'ai vu des personnes en situation de détresse parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi on les traitait de personnes autoritaires alors qu'elles voulaient juste être affirmatives, ce qui est tout à fait légitime. Les personnes en situation de handicap, la personne qui bégaye ou qui a un problème d'élocution et qui s'empêche de parler en réunion, qui dit « je ne vais pas parler parce que je vais retarder tout le monde ». Pourtant, elle a été embauchée. Elle a été embauchée avec son handicap, mais elle a cette charge-là émotive d'avoir peur de retarder les réunions, donc elle ne parle pas. Ça, c'est des situations réelles, concrètes. Le citoyen minorité visible qui angoisse quand on parle d'un vol. Ah, il y a une série de vols dans le bureau et qui dit « Mon Dieu, j'espère que je ne vais pas être accusé ». C'est des situations qui se produisent. La personne qui entend parler d'un acte violent aux nouvelles et qui se dit « J'espère que ce n'est pas un membre de ma communauté ». Et que je vais être obligée d'en parler demain devant la machine à café. C'est le gestionnaire qui arrive, qui a eu accès à l'emploi et qui a peur d'embaucher un membre de sa communauté parce qu'il a peur qu'on l'accuse de faire du népotisme. Alors que la personne en situation majoritaire ne se pose pas la question. Elle embauche quelqu'un, c'est tout. Et là, c'est la double contrainte et la double charge. Il ne veut pas embaucher un membre de sa communauté parce qu'il a peur qu'on l'accuse de faire du népotisme. Et il est obligé de répondre aux injonctions de sa communauté qui lui dit « On le sait bien, depuis que tu as trouvé une place, tu as fermé la porte et tu ne fais rien pour nous. » D'accord ? Mes amis d'origine haïtienne dans la salle savent de quoi je parle. D'accord ? Alors, damn if you do, damn if you don't, c'est ça, la charge émotive. On a beaucoup de témoins dans la salle qui peuvent personnellement acquiescer à tout ce que tu dis, Rachida. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant des impacts de cette charge émotionnelle. Je voudrais que Moussa nous en parle. Dans le milieu professionnel, qu'est-ce que ça provoque ? Pour faire du pouce aussi sur ce que Rachida disait, pour moi, c'est aussi avant tout une question de santé mentale. Et donc, quand je disais que ça ne concerne pas juste les minorités ethniques, ça concerne les minorités sexuelles, que ça concerne les personnes en handicap, c'est de se dire, est-ce que je vais être accepté dans mon entièreté pour ce que je suis et non pas pour, je ne sais pas, ma couleur de peau, ma limitation au niveau des déplacements. Et ça, je l'ai vu régulièrement avec des collègues parce que j'ai la chance d'être dans une équipe qui est très diversifiée et qui disait, la première fois où je suis arrivé à l'entrevue, je me suis demandé, est-ce qu'ils vont m'accepter malgré ma chaise roulante ? Donc, c'est des situations qui peuvent être vécues par tout le monde, parce que vous pouvez être aujourd'hui un homme blanc, la société peut penser que vous n'avez pas de limitation, mais du jour au lendemain, vous avez un accident, puis vous vous retrouvez à avoir une limitation. Donc, personne n'est à l'abri de ce genre de situation-là. Et j'ai oublié ta question. Les impacts. Les conséquences. Oui, les impacts. Parce que je parlais que c'est une question de santé mentale. L'impact, pour moi, oui, il est beaucoup émotionnel, mais aussi il est au niveau de la santé mentale. Lorsqu'on sent que dans son milieu de travail, on ne peut pas être soi-même ou qu'on est limité dans ce qu'on est, c'est lourd. C'est lourd et c'est pour ça qu'on parle de charge. C'est qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Et ça crée une problématique, je pense, pour les entreprises au niveau de la rétention des employés. Du jour au lendemain, ils perdent des gens alors qu'ils pensaient que ça allait bien, que tout allait bien, mais non. C'est que l'environnement de travail n'a pas permis à ces personnes-là d'accomplir leur plein potentiel, ni même d'exprimer les limitations qu'elles rencontraient. Donc, du côté employeur, pour moi, c'est la première conséquence. Je vais peut-être laisser Rachida parler plus du côté personnel, vu que c'est toi l'expert, ou Sherazade. Excuse-moi, j'ai pris le micro. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Là, tu m'as donné le bâton. Là. Écoute, je vais le prendre. Écoute, l'impact que je vois dans l'organisation, surtout en technologie, je trouve que c'est un gâchis. C'est-à-dire que nous, chez Desjardins, on a dû aller au Maroc, on est allé à Tunis, en fait, pour recruter du monde et de ramener ces gens-là et de les intégrer. Donc, chez Desjardins, c'est un premier point, mais de dire qu'on ne leur donne pas la place pour qu'ils aient leur plein potentiel, c'est encore un gâchis pour l'organisation.
Et ça, il faut qu'on en soit bien conscient. Aujourd'hui, les entreprises, en fait, qui intègrent la diversité sont 30% plus performants. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, pour des gens qui se sentent tellement loin de la diversité et l'inclusion, très souvent, je dois ramener la discussion autour de « c'est un sujet d'affaires aussi ». Donc ça, c'est important qu'on le mentionne. Et puis, c'est drôle, ce matin, je rencontrais donc des nouveaux employés donc, qui viennent du Maghreb. Et lorsque je leur ai parlé que je participais justement à la charge émotionnelle, oui, tu leur diras, Hakim, que pour nous, c'est très, très difficile parce que quand on arrive, on veut tellement montrer qu'on est bon. Donc, on a cette charge émotionnelle. Donc, je vous confirme qu'effectivement, nos collègues en technologie chez Desjardins vivent en fait cette charge émotionnelle et que vous en rencontrez à tous les jours. Alors, je voulais prendre cet exemple-là. Rachida, tu veux ajouter quelque chose? Sur l'impact? Oui. Oui. Alors l'impact, moi je vois 3 impacts. Excusez-moi, je suis toujours très... Mais dans la vraie vie, je suis gentille. Je vois 13... Vous demandez... Pardon? C'est ça, je suis en décalage horaire en plus. Alors, je vois 3 impacts ou 3 types de conséquences. D'abord, juste rappeler que, dans le fond, à l'origine de tout ça, la charge émotive, et je pense que là, les gens vont se reconnaître, c'est le fameux syndrome de « ils vont penser que ». C'est ça. C'est ça, la charge émotive. On se surveille au travail parce qu'on est issu d'une minorité, femme, minorité sexuelle ou autre. On dit « je ne vais pas faire ça parce qu'ils vont penser que ». Ce que quelqu'un qui est en situation majoritaire ne pense pas. Il ne va pas dire « ils vont penser que », il va dire « moi, je pense que », puis je vais le dire et je vais l'affirmer. Donc, les conséquences, il y a 3 conséquences que j'observe. La première, c'est de chercher à se dissocier du groupe. D'accord? Dire « moi, là, je me dissocie du groupe parce que ce groupe, surtout, plus le groupe est associé à une image dépréciative, plus on cherche à s'en dissocier. » D'accord? Et même quand il est associé à une image appréciative. L'exemple, c'est les Haïtiens et les Latino-Américains sont en retard, ils sont paresseux, je vais embaucher un Asiatique parce que les Asiatiques sont travaillants. Okay? Ça, c'est des choses qu'on a tous entendues. Et soumis, et travaillant, absolument. Et donc, on l'a tous entendu, ça. Bon, d'accord. Donc, la personne, si elle est associée à une image dépréciative, elle va dire, ben moi, je suis pas comme les Haïtiens. Moi, j'ai vécu en France, et puis je suis née ici, puis bon. Donc, la première conséquence, c'est de se dissocier de son groupe pour échapper à cette charge-là. Mais la charge reste là, parce que ça demande beaucoup d'énergie que de passer son temps à se dissocier de son groupe, surtout quand c'est inscrit dans notre face, quand on appartient au groupe en question. La deuxième, c'est tout à fait l'inverse. Parce que l'image du groupe est dépréciée, on va se sentir, on va absorber, on va prendre le fardeau de dire, ben moi, je vais vous montrer que mon groupe, il est correct. Donc, alors soit on est dans la posture défensive, on se dissocie, soit dans la posture offensive. J'appartiens à ce groupe et je vais vous démontrer que... Et je vais me faire le défenseur aussi du groupe. Et des fois, on se trouve en porte-à-faux parce qu'on défend des fois une situation qui est indéfendable et ce n'est pas notre job de la défendre. Et il y a les stratégies d'évitement. Dans les années 90, j'ai fait beaucoup d'expertise psycholégale pour la DPJ et il y avait à l'époque beaucoup de travailleuses sociales d'origine haïtienne qui disaient « Pourquoi on me donne tous les dossiers de violence familiale haïtienne? Je suis travailleuse sociale. Je ne suis pas travailleuse sociale spécialisée en violence dans les familles haïtiennes. » Okay? Donc, stratégie d'évitement, elle disait « Ces dossiers-là, vous ne me les donnez pas. Moi, je vais être traitée comme une travailleuse sociale. » Donc, confrontation, évitement ou dissociation. Et je rajouterais que pendant que vous faites ça, la confrontation, l'évitement ou autre, c'est l'énergie que vous ne mettez pas sur votre travail, sur ce que vous pourriez faire, ce que vous pourriez accomplir. Donc, vous mettez une énorme quantité de votre énergie personnelle, et là encore, je reviens à la santé mentale, sur une distraction. Oui, ben, absolument. Je sais, le concept de charge émotionnelle, nous, on a vraiment voulu limiter aux minorités ethnoculturelles. Puis ça a été vraiment comme un choix d'organisation parce que je pense que, ben, vous savez, vous le savez, j'imagine pour ceux et celles qui travaillent dans ce domaine, parfois on est pris dire est-ce qu'on dilue un peu, si on parle de tout le monde, de toutes les identités de la même façon, tout ça. Mais c'est vrai que tout le monde vit aussi des réalités similaires. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est vraiment important de faire ressortir des expériences uniques
qui sont vécues par des personnes, puis bon, aux États-Unis, on a fait aussi sur, on appelle ça people of color aux États-Unis, hein, les Afro-Américains, tout ça. Et on sait qu'il y a aussi d'autres conséquences, puis d'autres vécus. Je pense qu'au niveau des impacts, un des impacts que nous, on a vu dans le rapport, c'est le manque de sommeil. Fait qu'il y a vraiment comme quelque chose qu'on a pu voir physiquement qui peut éventuellement mener au burn-out. Hein. On sait des personnes qui vivent cette charge émotionnelle-là peuvent finir par s'épuiser. L'autre chose, écoutez, plus de 69% des personnes qu'on a sondées qui disent vivre avec la charge émotionnelle disent vouloir quitter leur emploi. Je pense que juste là, si vous êtes un gestionnaire d'entreprise, un leader, vous devriez être inquiet. Hein? On sait qu'on est surtout dans un contexte où il y a, tu en parlais, il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est vraiment difficile de retenir, d'embaucher puis de retenir les gens, de penser qu'il y a des talents, des personnes talentueuses qui aujourd'hui pensent quitter leur emploi. Donc, je pense qu'il y a vraiment un impact sur l'individu, mais aussi sur l'organisation. Puis c'est aussi ça le message, je pense, qu'il faut passer. Donc, si je résume, on est sur nos gardes, on a l'intention de quitter notre emploi, on a aussi un stress continu, on a des troubles du sommeil, ça fait beaucoup. Comment on peut faire pour améliorer la santé, le bien-être de ces personnes issues des minorités visibles afin qu'elles restent en poste, justement? Je ne sais pas si c'est une solution que je propose, mais je ferai une mise en garde. Et je sais que je vais être un peu en porte-à-faux par rapport au discours qu'on tient sur la diversité. Le discours qu'on tient sur la diversité en emploi, et là je vais me tenir aux minorités visibles et ethniques, il est à double tranchant. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire c'est une valeur ajoutée, embaucher des gens issus de la diversité, ça va être payant et vous allez être plus performant. Et ça, en soi, je sais qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre et il faut dire aux gens que c'est rentable, que c'est payant, que c'est intéressant pour eux. Mais en même temps, on contribue à cette charge émotive parce qu'on fait porter un fardeau et un devoir d'exemplarité sur ces gens-là. Et on fait la même chose pour les femmes. Hein? Et on fait la même chose pour les femmes. Donc, ce n'est pas, comment dire, l'EDI, l'équité, la diversité, l'inclusion, ce n'est pas une question de valeur ajoutée, c'est une question d'équité. Il faut intégrer toutes les composantes de la société parce qu'on est dans un état de droit et que c'est ça l'équité. Ce n'est pas une question de valeur ajoutée. Et le pari qu'on fait, et ce n'est même pas un pari, la réalité, c'est qu'au total, en incluant, on va avoir une bonne moyenne au bâton. On va avoir des gens excellents, on va avoir des gens bons, on va avoir des gens médiocres et on va avoir des gens incompétents. Mais plus on va en embaucher, plus on va avoir la panoplie et plus on va être libre de ne pas retenir et de congédier les gens incompétents. Parce qu'on aura une masse suffisante. Mais quand on en engage juste 2-3 et que les stratégies d'intégration sont mauvaises et qu'on les débauche, là, on s'expose à des plaintes en discrimination parce qu'on dit vous en avez trouvé un et vous avez trouvé le moyen de ne pas le garder. Mais donc, pour moi, agir sur le discours qu'on tient sur la diversité est à double tranchant. Ça, c'est une première, c'est peut-être pas une solution, mais en tout cas, c'est une mise en garde importante. Le deuxième, c'est planifier le cheminement de carrière. On se limite beaucoup à l'accès. On met beaucoup d'accent sur l'accès. Une fois que les personnes sont entrées, on ne mise pas beaucoup sur la progression et le cheminement de carrière. Et des personnes issues de la diversité n'ont pas nécessairement le réseau en entrant dans les organisations. Et on les abandonne là, elles restent en bas. Moi, je connais des gens qui sont entrés dans des organisations avec une maîtrise et qui se sont fait dire « entre comme commis, c'est pas grave et tu vas progresser ». D'accord ? C'est possible, mais il faut être accompagné. Et 5 ans, 6 ans plus tard, elles postulent pour être professionnelles parce qu'elles se sont fait dire « tu sais, dans la boîte, tu vas avoir des chances » et elles restent commis. Donc, miser sur la progression de carrière et donner le droit à l'erreur. Je pense que ça aussi, c'est important parce que la charge émotionnelle, c'est aussi ça. C'est ne pas se donner le droit à l'erreur parce que des fois, on pense qu'on n'a pas droit à l'erreur, c'est une charge qu'on s'impose à soi-même, mais des fois, on n'a pas le droit à l'erreur. Dans les organisations, il y a des périodes de grâce et de disgrâce. Il y a des gens qui font quelque chose, qui tombent en disgrâce, et il y a à un moment donné un retour en grâce. Chez les minorités, le retour en grâce est plus long.
et parfois impossible. D'accord? Donc moi, c'est un petit peu mes trois pistes. Kim, tu peux. Puis effectivement, tu as vraiment un très bon point. Je vous dirais juste que chez Desjardins, en fait, quand on regarde en fait, les initiatives qu'on veut mettre en place pour la diversité et l'inclusion, surtout en technologie, c'est qu'effectivement, l'intégration, c'est une chose. Donc, on accueille les gens, mais il faut les accompagner. Et ce qu'on essaie de faire depuis quelques années avec certaines de mes collègues qui sont dans la salle, c'est de développer en fait le leadership au féminin, mais de les accompagner dès qu'elles arrivent en poste. Et non pas attendre qu'elles soient un gestionnaire puis qu'on dit regardez, elle est un potentiel, mais de justement donner en fait les chances en fait à toute personne, donc toute jeune femme, quelle que soit la culture de la personne finalement et quel que soit le niveau, d'avoir un réseau, de l'intégrer rapidement dans l'organisation pour qu'elle puisse retrouver ses repères, parce qu'on sait combien c'est difficile aujourd'hui en tant que femme et en technologie d'y trouver sa place. Et toutes les femmes aujourd'hui qu'on intègre chez Desjardins, donc en technologie, nous le disent, mon Dieu que ça fait du bien d'avoir un réseautage et de pouvoir parler et de se donner une place, parce que quand on parle à nos collègues masculins, ils nous disent, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Alors, donc encore une fois, un gros disconnect entre la perception en fait de l'importance de la diversité de nos collègues masculins et de ce que vivent les femmes aujourd'hui, donc aussi bien en technologie que dans le monde du travail. Alors, bien important de responsabiliser les employés également, que l'intégration, ce n'est pas les affaires de ressources humaines ou d'un comité de diversité et d'inclusion, c'est la responsabilité de tous aussi. Et ce qu'on essaie de faire également, c'est de dire, lorsqu'on intègre des minorités, c'est de dire, de ne pas les ghettoiser, de dire, on va faire une communauté de pratique de Maghrébins, de Noirs ou d'Asiatiques qui vont se parler ensemble. Au contraire, donc de responsabiliser donc chaque employé de l'intégration finalement des collègues et non pas d'une minorité visible. Sherassa, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais revenir sur ce que Rachida a dit. Je suis vraiment d'accord sur ce que vous avez dit sur la valeur ajoutée. Je pense que, en fait, là où il y a la valeur ajoutée, c'est qu'on sait que avec le fait d'avoir plus de diversité en organisation, nous amène à travailler plus fort pour créer davantage d'inclusion, donc pour intégrer tout ça. Et c'est vraiment le résultat de cette collaboration-là qui fait qu'il y a une plus-value. Fait qu'il faut travailler plus fort parce que c'est plus difficile d'avoir des organisations où il y a plus de diversité. Des fois, ça prend plus de temps avant de prendre certaines décisions. Mais les études qui démontrent vraiment la vraie plus-value, c'est à ce niveau-là. C'est comment on travaille ensemble, c'est cette collaboration. Puis je pense que c'est là où les gestionnaires, les leaders, puis les gens qui gèrent des équipes ont un rôle aussi à jouer pour être des leaders plus inclusifs. Pour revenir sur les solutions, ben, en fait, ce qu'on voit, c'est pour un peu contrecarrer la charge émotionnelle chez les employés, c'est vraiment de les valoriser au niveau de leurs expériences. Parce qu'on ne veut pas non plus être perçu comme une personne, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, si vous étiez nommé sur un comité, sur un projet, tout ça. Est-ce que je suis là parce que je suis une femme? Est-ce que je suis... On a un petit peu parfois ce sentiment-là. Donc, de valoriser les expériences uniques des personnes, puis de faire confiance aux employés. Hein, je sens qu'on a confiance en ce que je peux apporter dans l'organisation. Parce que la bonne nouvelle qui est sortie dans notre rapport, c'est que l'ensemble des personnes qu'on a sondées ont vraiment une envie de contribuer aux organisations dans lesquelles ces personnes-là travaillent. Et je pense qu'on a intérêt à les mettre à contribution, à leur donner leur faire confiance, leur donner plus d'autonomie. Puis je pense qu'au niveau des leaders aussi d'organisation, il y a un rôle à jouer. Hein. Je ne sais pas qui a dit de montrer l'exemple en termes de comportement plus inclusif. Puis aussi l'ensemble des choses qu'on peut faire dans l'organisation. Hein, si on est dans une organisation où on sait qu'on travaille pour avoir plus de diversité, la diversité est valorisée, c'est quelque chose aussi qui nous permet de nous sentir un petit peu plus à notre place, disons. Oui, je rajouterais peut-être que c'est très important pour les organisations de créer des masses critiques au niveau des minorités au sein de leurs organisations. Si vous êtes la seule personne noire, la seule femme,
en tout cas, dans mon cas, si je suis la seule personne noire, c'est sûr que je vais pas faire l'effort parce que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Les organisations doivent ne pas mettre la responsabilité du changement sur le dos d'une seule personne, qui est en plus la minorité, qui vit des situations de charge émotionnelle. Donc, il faut vraiment créer une masse critique, embaucher, créer un espace qui est assez diversifié, qui permet aux gens de se sentir à l'aise, en sécurité, d'exprimer des opinions divergentes. Ensuite, quand je parle d'opinions divergentes, c'est important d'avoir des voix différentes, oui, certes, mais il faut que ces voix-là soient au bon endroit pour pouvoir exprimer leur potentiel. J'avais une amie qui faisait le parallèle entre avoir une chorale où il y a des altos, des contraltos, chacun fait entendre sa voix, mais il est aussi positionné à un endroit où sa voix porte le maximum et contribue le plus à la chanson du groupe. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut vraiment mettre les gens dans un milieu où ils ne se sentent pas seuls, mais ensuite où ils sont non seulement pas seuls, mais ils sont en position de performer. Puis une autre chose importante selon moi, c'est vraiment de ne pas avoir peur des discussions dérangeantes. Les gens pensent que la diversité, l'inclusion, c'est beau, tout le monde va être content. Non, c'est souvent des gros malaises. C'est vraiment ça, c'est vraiment des malaises qui permettent d'aller plus loin. Des exemples, Moussa? Oui. Je peux vous donner un bel exemple que j'adore. Une fois, j'étais dans une organisation, je travaillais pour une organisation, la directrice m'a demandé de l'accompagner pour des entrevues. Puis c'est elle et moi, et la personne arrive en entrevue. La personne est noire, et la première chose que la directrice dit, c'est « ça sent l'Afrique ». La personne qui venait en entrevue, elle est née au Québec, ses parents sont haïtiens. Ses parents ne sont jamais allés en Afrique, elle n'est jamais allée en Afrique. C'était un malaise, mais en même temps, j'ai trouvé ça génial parce que ça a permis d'avoir cette conversation-là. Après ça, je me suis assis avec la directrice, je lui ai expliqué en quoi c'était un malaise qu'elle avait dit. Parce que moi, à la place de la personne qui aurait fait une entrevue, je me serais juste retourné puis je serais parti, je ne serais pas resté. Puis ensuite, c'est quoi les stratégies qu'on va mettre en place pour réparer la relation, parce que la relation est déjà cassée là, avec la personne qu'on a passé en entrevue et qui a eu l'emploi. Comment on va faire pour faire en sorte que cette personne-là comprend que oui, j'ai fait une erreur, puis donc, il faut vraiment mettre les gens à l'aise. Moi, dans les relations interculturelles de diversité, il faut éviter de blâmer les gens, de leur faire honte, parce que souvent, en tout cas, moi, j'ai honte pour eux, mais il faut pas faire honte aux gens, il ne faut pas les blâmer, parce que c'est contre-productif. Il faut vraiment créer un environnement où il y a la place à faire des erreurs, à dire des bêtises, à créer des malaises, mais à partir desquels on apprend et à partir desquels on met en place des stratégies, des actions pour aller plus loin. Juste encourager aussi, et je vais faire du pouce sur ce que tu dis, Moussa, c'est la curiosité de l'autre. Je l'ai vécu, vous savez, je suis arrivée au Canada il y a de cela 17 ans, donc moi j'habite à Deux-Montagnes, donc il faut prendre le train, il faut être très loin. Et donc là j'arrive, je suis la seule Asiatique de Deux-Montagnes qui va faire ses courses à métro et qui parle français. Donc là, la personne, la caissière me regarde en me disant « Oh, mon Dieu, vous êtes asiatique et vous parlez français ». Donc, vous comprenez que ça fait juste, il y a de cela une quinzaine d'années. Donc, mon fils, aujourd'hui, qui a 17 ans, en fait, vit exactement la même chose que je l'ai vécu il y a quelques années quand j'avais son âge. C'est qu'on est, en fait, quand on est d'une minorité visible, quand on grandit, on voudrait tellement ressembler à l'autre, mais on sait qu'on ne peut pas ressembler à l'autre. Donc, il y a un déni, il y a un rejet de notre propre culture, jusqu'à temps que le cerveau frontal, en fait, se développe et qu'à 21 ans, on se rende compte que, mon Dieu, que c'est une richesse. Donc, c'est extrêmement souffrant pour des enfants à qui on dit, mais étudie. Puis après ça, lorsqu'ils s'en vont, en fait, dans le monde du travail, ils ne sont pas préparés du tout au monde du travail. Parce que là, il y a des biais inconscients. Il y a des questions qui se posent à des recrutements. Donc, moi, pour avoir vécu en France, donc asiatique. Donc, vous imaginez, je ne vais pas mon âge, malheureusement. Donc, jeune asiatique, imaginez, je pense que j'avais l'air d'avoir 12 ans. Donc, j'arrive. Donc, là, j'étais pour un poste quand même assez important. Et la personne, donc, a les pieds sur la table. Donc, c'est un homme. Et donc, il me dit, mais vous pensez vraiment que je vais vous donner une job intéressante? Donc, à toujours en fait, me dénigrer. Jusqu'à un certain moment où il entend que j'ai un conjoint, et puis il me dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez vous marier pour divorcer dans 5 ans?
Donc, vous comprenez que ce genre de comportement, en fait, dépend beaucoup de l'organisation. Il y a une responsabilité de la société, une responsabilité du gestionnaire et des valeurs de l'entreprise. Donc, c'est bien important que quand on vous dit que la diversité, c'est loin, non, au contraire, c'est que nous, gestionnaires, nous, présidents, on a une responsabilité vis-à-vis de la société de transcender les bonnes valeurs pour qu'un recrutement se fasse dans la dignité. Donc, lorsque j'ai vécu cette expérience, je me suis toujours dit qu'à un moment où je serais gestionnaire, jamais, jamais, je ne ferais vivre en fait une expérience telle en fait à une personne. Donc, c'est vraiment au quotidien qu'on le vit. Donc, les enfants, vos enfants, sont en train de vivre également un moment difficile d'intégration où on leur dit il faut réussir dans la vie et il faut que tu sois parfait parce que le monde du travail va être encore pire que ce que tu vis actuellement dans le système où tu es à l'université ou au collège. Alors, c'est important d'en prendre conscience. Rachida? Oui, juste peut-être un mot sur la formation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici que ça intéresse. Toute la formation à la diversité, parce qu'on pense souvent que c'est une panacée. Hein. On va former les gens, puis le DI va mieux aller. Et il y a des milieux aujourd'hui où il y a de la diversité. On parlait des TI tout à l'heure. Moi aussi, je suis à l'université. Puis les TI, je pense que c'est un repère de personnes issues de la diversité parce qu'il y a une pénurie. Mais on continue encore à donner de la formation dans les organisations comme si on venait de découvrir la diversité ethnique. Et là, vous vous retrouvez des fois dans une organisation où on vous dit viens former les gens et vous voyez le groupe est composé presque à 75% de personnes issues de la diversité et on vous commande un contenu comme si vous vous adressiez à des francophones de souche qui n'avaient jamais vu un immigrant de leur vie. Donc, il faut repenser aussi l'offre de formation en conséquence. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'une fois que tout ce beau monde est embauché, eh ben, il faut qu'ils cohabitent aussi entre eux, avec leurs préjugés conscients et inconscients. Et ça, c'est vraiment un angle mort et il va falloir en parler maintenant. Parce que dans 15 ans, ça sera trop tard. Regarde. On va voir le film. Moi, je pensais qu'on était au vu ce soir, qu'on allait voir un film. Je veux voir le film. Tout à l'heure. Je vais vous lire une phrase qui est tirée du rapport de Catalyst. Et je vais demander à Kim et Sherazade en premier lieu de réagir. Seuls 13% des afrodescendants et afrodescendantes et des asiatiques canadiens-canadiennes occupent des postes de cadre supérieurs. 9% occupent des postes dans la haute direction où sont des chefs d'entreprise. Et oui, chefs d'entreprise 4%. Majoritairement dans le domaine bancaire. Donc, je répète, 13% des afrodescendantes et asiatiques canadiens, canadiennes sont des cadres supérieurs, 9% de la haute direction et 4% des chefs d'entreprise dans le domaine bancaire. Qu'est-ce que ça vous évoque, Kim? Bon, déjà, en étant femme, on est déjà mal parti. Hein? Donc, on sait déjà qu'en fait, dans les postes de gestionnaire, donc en tant que femme, on est encore une minorité qui a du travail à faire. Et encore une fois, je le dis, il y a du travail, mais il y a de l'espoir aussi. Puis comme tu le disais, Sherazade, c'est qu'on voit quand même beaucoup de progrès dans les organisations, mais ça dépend beaucoup du leader et encore une fois de l'appétit de l'organisation à mettre ces femmes-là en exergue, de leur donner des opportunités et de leur donner confiance. Hein, dans le rapport, d'ailleurs, on voit des témoignages de personnes asiatiques qui se disent, bon, ben, je vis en fait un syndrome de l'imposteur à peu près parce que je ne me sens pas crédible, parce que j'ai l'air trop jeune ou j'ai l'air trop quelque chose qui fait en sorte que peut-être que je ne mérite pas ce poste-là. Et nous, encore une fois, dans le cadre du Leadership L, en TI, on essaie de donner aux femmes l'impulsion de dire « faites du marketing de vous ». Ayez l'audace de prendre la place et de prendre la place que vous méritez. Et je pense que c'est toujours de donner des opportunités puis de rappeler qu'il y a un rôle des gestionnaires de donner des opportunités à des gens, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur niveau, des dossiers,
dont ils sont capables de montrer qu'ils peuvent faire le travail. Donc, je me dis qu'il y a encore des années devant nous de travail, mais en même temps, si on ne commence pas aujourd'hui, si on ne commence pas, en fait, nous, en tant que gestionnaires, à le faire, ben, on va encore avoir du pain sur la planche. Donc, Rachida, tout à l'heure, tu disais, pour prolonger ça, qu'il faut qu'on le fasse maintenant, dans 15 ans, ce sera trop tard. Est-ce que c'est lié à... Oui, c'est tout à fait lié à ça. Oui, oui. Ça va, non, je vais laisser les autres parler, je reviendrai. Tu voulais que je réagisse sur la question aussi? Ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense que il y a beaucoup de travail à faire. On regarde aussi les chiffres au niveau des conseils d'administration, c'est la même chose. Il y a très peu, il y avait un article je pense cet été aussi, dans le Journal de Montréal sur le fait qu'il passait au travers des sociétés d'État ou en tout cas des grandes sociétés québécoises, puis il disait il n'y a presque pas de minorités. Nous, on a une initiative qui s'appelle les Champions pour le changement. C'est, dans le fond, c'est des entreprises qui s'engagent en faveur de la diversité. On ne peut pas avoir beaucoup de candidatures d'entreprises ici parce qu'un des critères, c'est qu'il faut que tu aies des minorités sur ton CA. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup de travail à faire, mais en même temps, je pense que le fait de parler de ces questions-là, le fait d'amener ces sujets-là, ça nous permet justement de démystifier un certain nombre de sujets. Puis, on va graduellement commencer à faire des progrès. Moi, je suis quand même très optimiste, peut-être de nature, je ne sais pas, je suis optimiste, parce que je travaille avec beaucoup d'entreprises, puis je vois qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais comme disait Moussa, il y a beaucoup de conversations difficiles à avoir. Et parfois, je pense qu'on veut aller trop vite et on évite de parler d'un certain nombre de choses. Même parfois, quand on parle des préjugés inconscients, on ne veut pas non plus, on veut pas nommer un certain nombre de situations. Et je pense qu'on a tort. Je pense qu'il faut parler de ces situations-là et que, oui, c'est difficile, c'est inconfortable, mais qu'en bout de compte, ça va nous permettre justement de passer au travers puis de créer des cultures plus inclusives. Peut-être, excuse-moi, juste par rapport à ça, il y a deux choses. Par rapport à ce que tu viens de dire, il faut parler de ces choses-là et des maladresses. Quand je disais tout à l'heure que la formation ne suffisait pas, on ne forme pas les gens à ça. On les forme aux préjugés inconscients, on les forme, mais on ne les forme pas à gérer justement ces conflits, ces problèmes de communication qui existent. Il ne faut pas les nier. On est beaucoup dans les savoir-être, on est beaucoup et je pense qu'il faut aller jusque-là. Pour ce qui est des chiffres, ce que ça dit, moi je trouve ça intéressant, des chiffres comme ça, parce qu'effectivement, ça prouve qu'il y a des choses, mais c'est important parce que quand vous parlez il y a des gens qui vous disent « mais nous, il y en a ». Moi, je vais à l'hôpital, je vois plein d'infirmières visibles. Mais moi, quand je vais dans les administrations, je vois plein d'Asiatiques. Donc, c'est intéressant d'avoir ces chiffres qui nous rappellent quand même qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais dans les faits, il n'y en a pas tant que ça. Et dans les faits, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y en a. Donc, ça permet au moins de dire qu'entre la perception et la réalité, il y a quand même encore un écart. Je rajouterais aussi que c'est important, en tant qu'organisation, de se donner des cibles. 8%, 9%, 15%, ça ne veut rien dire si on ne compare pas à un état de départ. C'est-à-dire que l'année dernière, on était à 1%, cette année, on est à 9%, c'est fantastique. Donc, il faut se donner des cibles, se dire que dans 10 ans, on veut atteindre tel niveau. Ensuite, analyser nos processus. Est-ce que pour avoir une promotion dans cette entreprise-là, ça dépend de qui tu connais, avec qui tu vas jouer au hockey, ou c'est en fonction vraiment de résultats que tu as eu dans l'année. Donc, il faut vraiment que les processus dans l'entreprise soient très clairs. Et il faut qu'au final, que l'entreprise et que les gens soient imputables. Si on a rendu 10 ans plus tard et que les cibles n'ont pas évolué, qu'est-ce qui explique? Qui est responsable? Donc, il faut responsabiliser les gens et les entreprises à ce niveau. Je vais vous lire 2 témoignages qui sont tirés du rapport, encore une fois. Alors, je commence. Je dois toujours m'assurer de ne négliger aucun détail pour que personne ne puisse se plaindre de la qualité de mon travail. Alors encore une fois, c'est un fardeau de plus sur mes épaules. Le sentiment que je ne peux pas me permettre de commettre d'erreurs. Nous sommes des êtres humains. Il nous arrive tous et toutes de faire parfois des erreurs. Mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir en faire, que j'en paierais le prix plus que les autres si j'en commettais une. C'est un témoignage de Jacques, femme noire, travailleuse autonome. Le deuxième, je me suis levée, je n'ai pas pensé à mon travail. Je n'ai pas pensé à l'argent. Je n'ai pensé à rien. Je me suis dit,
que j'étais davantage une personne humaine qu'une femme musulmane ou une femme pakistanaise. Mais je me fais juger en tant que femme musulmane pakistanaise. Après avoir dit ce que je pensais, je suis allée voir mon directeur et je viens tout juste de remettre ma lettre de démission parce que c'est trop. Et j'espère qu'après avoir quitté mon poste, les gens auront un peu de respect pour ceux et celles qui font face à ces problèmes liés au sentiment d'exclusion. Kay, femme sud-asiatique gestionnaire. Est-ce que vous voudriez réagir? Un malaise, oui, un malaise. Ben, c'est sûr que c'est des témoignages qui sont très touchants. Puis des fois, on lit ça, on n'a pas idée combien ça arrive souvent, ce genre de choses, puis combien de personnes peuvent vivre ces situations-là. Puis moi, je pense qu'encore une fois, c'est ce que cette réalité-là nous montre, c'est que oui, il y a des gens qui vivent, qui ont plus de pression parfois, qui doivent être parfaits parce qu'ils sont différents. Il y a des gens qui pensent quitter leur emploi. Puis ces réalités-là devraient inquiéter les entreprises, devraient inquiéter tous nos leaders, parce que je pense que la conséquence qu'on va vivre, c'est une conséquence sociale dans le fond, ça touche toute notre société. Puis de l'autre côté, il y a des gens aussi qui quittent les emplois dans des grandes entreprises pour partir leur emploi. Et on voit de plus en plus à la fois des femmes puis des personnes issues des minorités. Fait qu'il y a du positif aussi là-dedans, des personnes qui vont puis qui font beaucoup de choses. Mais je pense que c'est quand même inquiétant pour des entreprises. Moi, je dirais qu'on a eu des chiffres. Là, on a du qualitatif, donc des témoignages. Que ce soit une perception, une impression, parce qu'il y a des personnes qui sont victimes de discrimination. Il y a parfois des personnes qui ont l'impression que c'est à cause de leur origine et que ce n'est pas le cas, mais c'est d'en parler. Il n'est pas normal de ne pas avoir un mécanisme dans une organisation pour traiter ce genre de situation-là. Ces personnes-là auraient dû avoir un espace, un lieu, une personne, un service où elles auraient eu la possibilité d'aller parler de ce qui leur était arrivé et quelqu'un aurait documenté cette situation et il aurait vu si c'était si c'était un fait ou si c'était une impression et de le traiter. Donc, moi, c'est ça qui me préoccupe. Je ne sais pas si c'est des grandes organisations ou des petites boîtes, mais en principe, on devrait pouvoir gérer ça. Parce que je ne pense pas que ce soit monnaie courante qu'une personne vive une situation difficile ou une série de situations difficiles et qu'elle démissionne. Une démission, c'est quelque chose de lourd. Donc, il faut avoir des mécanismes pour empêcher les gens de démissionner. Donc, qu'elle n'ait pas eu d'espace pour en parler, pour moi, c'est un problème. Et qu'elle n'ait eu d'autres solutions que de démissionner. Ça, c'est inquiétant. Je voudrais vous poser encore 2 autres questions et puis ensuite on laissera la parole au public. Selon vous, je voudrais qu'on fasse une distinction entre personnes, on en a parlé tout à l'heure, nées au Canada, comme cette dame pendant ce jury d'examen à qui on la renvoie à l'Afrique alors qu'elle est née ici. Et puis, celles qui sont issues de l'immigration. Je voudrais savoir si, Rachida, tu pourrais nous expliquer s'il y a une distinction face à la charge émotionnelle pour ceux qui sont nés ici et qui sont d'origine immigrée, même si c'est pas, j'aime pas l'expression, mais... Oui, ça c'est très important. On revient encore au discours. Le vocabulaire, c'est pas gratuit. Le vocabulaire, ça dit beaucoup de choses. Et on est encore beaucoup dans les organisations. Moi, j'entends des gens de très bonne volonté qui vont dire des choses du genre « Dans mon organisation, j'ai des gens de différentes nationalités ». Non, tu n'as pas des gens de différentes nationalités. Tu as des Canadiens d'origine X, Y, Z, mais ce n'est pas différentes nationalités, à moins que ce soit des immigrants reçus qui n'ont pas encore le statut de citoyen canadien. Donc ça a l'air de rien. Mais la personne qui est issue de la 2e génération et qui se fait dire qu'elle qui a 29 ans, qui a fait son secondaire, son cégep et son université, et qui se fait encore traiter de communauté culturelle, elle n'aime peut-être pas ça. D'accord ? Donc, le vocabulaire, il faut y travailler et ce n'est pas une coquetterie et ce n'est pas un caprice.
C'est important de nommer les réalités parce qu'elles sont réellement. Donc, oui, j'ai des personnes, on peut dire, oui, dans mon équipe, j'ai des gens de différentes origines. Déjà, ça change la donne. Mais de différentes nationalités, je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends souvent, ok? Différentes nationalités. Justement, quand je parlais de formation tout à l'heure, des gens qui vous disent j'ai engagé des gens de différentes origines et tout ça part d'une très bonne intention. Hein, c'est pas, j'ai beaucoup formé mon personnel issu du groupe majoritaire et maintenant j'aimerais accompagner aussi les autres. Et vous vous retrouvez dans le groupe avec des personnes qui sont nées ici et vous dites mais vous voulez les former à quoi? À comprendre les codes? Mais ils les ont, puisqu'ils ont fait leur scolarité ici. Par contre, ce qu'ils ont besoin d'avoir, c'est vraiment... ce que vous avez besoin d'avoir, c'est de la consolidation d'équipe. Ça, c'est différent que des personnes issues de différentes origines sont appelées à travailler ensemble et il peut y avoir des tensions dues aux origines des uns et des autres. Ça, c'est différent. Mais donnez pas un cours de code québécois et de réalité du marché du travail ou de valeurs québécoises à des personnes qui ont fait leur cégep et leur université ici. Vous voyez où sont les maladresses? Dans le fond, c'est des mauvais diagnostics, en fait. C'est de poser mauvais diagnostics et mauvais vocabulaire, malgré toute la bonne volonté du monde. Mais communauté culturelle, ça devrait plus... Quand tu intègres une organisation, tu es rendu à un niveau où tu es cadre, tu ne peux plus être taxé de communauté culturelle. C'est plus qu'une maladresse, c'est de l'incompétence. Puis là-dessus, je veux juste dire, il y a aussi, je pense, les entreprises vont faire face à des défis importants au niveau du recensement là, interne pour savoir c'est quoi le nombre de personnes issues des minorités. Parce qu'avec des générations qui avancent, il y a de moins en moins de personnes qui vont vouloir peut-être s'identifier, afficher cette différence. Fait que c'est sûr que je pense que ces subtilités-là sont vraiment importantes aussi pour tous les outils puis tous les processus qu'on va développer. Moi, je rajouterais juste cette distinction-là est relativement peu pertinente dans le milieu du travail. Moi, souvent, quand on me demande d'où est-ce que tu viens, je dis de Ville-Saint-Laurent à côté du Costco. C'est peu pertinent. Si par contre, on parle d'un projet qui se déroule dans telle région du monde et que j'ai de l'expérience de travail, on va en parler. Que j'y ai vécu, on va en parler. Mais il faut laisser aussi aux gens de vraiment choisir de parler de leur identité selon leurs termes et quand ils sont prêts à le faire et dans le contexte dans lequel ils sont prêts à le faire. Donc, ça ne sert à rien d'initier cette conversation-là avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, Moussa, j'en reviens à l'importance d'éducation ou de curiosité. Je pense que c'est important. Moi, j'ai été à l'école de la République où, justement, la géographie, l'histoire était importante pour aller comprendre que l'Asie, ça n'est pas que la Chine. Non, mais c'est important parce que c'est important dans l'intégration et la compréhension du monde. Plus les gens vont aller voyager, plus les gens vont aller, en fait, s'intéresser à la culture d'un pays, plus ils vont comprendre les façons et les codes. Et je pense que l'enjeu de l'intégration dans une organisation, c'est d'être curieux et de ne pas s'arrêter à dire bonjour, d'où tu viens, mais de comprendre, ah oui, OK, le Vietnam, OK, ah, la colonisation, ah, c'est pour ça que tu parles le français. Ah, tu es catholique, mais pourquoi? Mais parce que oui, effectivement, les jésuites sont... Donc, ça permet justement d'aller trouver des points communs et de rallier le monde. C'est comme ça qu'on arrive à intégrer du monde, c'est-à-dire de s'intéresser à la différence de l'autre. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important quand même qu'on pose la question et qu'on dise d'où tu viens pour que, justement, on puisse être capable d'aller brasser ces cultures et d'avoir une conversation riche. Et donc, je nous encourage à parler de nos origines et de dire, finalement, comment est-ce qu'on vit notre quotidien, comment les femmes au Vietnam sont des femmes qui travaillent et qui sont tout le temps, en fait, vous seriez au Vietnam, elles sont toutes dehors, dans les rizières partout, puis les hommes ne sont pas là. Alors, on se demande ce qu'ils font, mais ça permet de comprendre la culture et ça permet de comprendre la collègue avec qui vous travaillez aussi. Donc, Moi, je dirais que oui, elle est pas pour rebondir sur ce que dit Moussa, je comprends que tu dis c'est pas pertinent parce qu'effectivement, il y a beaucoup
identification là-dedans. Je suis ce que je décide d'être. Bon, et les autres n'ont pas à me questionner sur... Mais au travail, c'est important justement pour poser un bon diagnostic. Quand vous embauchez une personne qui est au Québec depuis 3-4 ans, et que vous lui donnez une fonction importante, où il y a des habiletés politiques à avoir, et qu'elle commet une maladresse parce qu'elle n'a pas les codes, ben c'est important de savoir qu'elle est immigrante de première génération pour lui offrir un accompagnement adéquat. Donc, et dans ce sens-là, oui, cette distinction est pertinente. Et ça fait partie de la responsabilité de l'employeur quand vous décidez d'engager une personne issue de la diversité et que vous choisissez une personne qui est issue depuis peu. Moi, j'ai vu des histoires d'horreur où la personne, et pas seulement des personnes issues des minorités visibles. Moi, j'ai vu des Français perdre leur emploi parce qu'ils ont été des Suisses, des Belges, parce qu'ils ont été peut-être un peu affirmatifs, ils ont critiqué un document parce qu'ils ne savent pas qu'ici, chez nous, on doit toujours commencer par ce document est extraordinaire. C'est formidable. Mais nous déplorons un tout petit rien, n'est-ce pas? C'est rien. On arrive d'Europe, on est là, on dit mais enfin c'est mal écrit, c'est mal, etc. Puis là, la personne se fait des ennemis. Tout. Donc oui, la différence entre première génération et deuxième est importante au travail parce qu'on embauche une personne et quand il y a un problème comme celui-là, pour poser un bon diagnostic, il faut savoir si c'est parce qu'elle a un historique d'éducation et de travail différent, ou est-ce que c'est parce que elle est née ici et que ça n'a rien à voir avec une mauvaise connaissance des codes? Oui, juste rajouter là-dessus, c'est un point intéressant parce que je pense que puis c'est très pertinent aussi ce qui a été dit sur le pourquoi on a besoin d'avoir parfois ces informations. Mais je pense comme une personne qui vit une différence, comme moi par exemple, qui est née en Iran, on n'a pas toujours envie d'être perçu ou de montrer cette différence. Je dirais souvent, on n'a pas envie de le montrer. On veut se fondre un peu dans le groupe. Et ce que moi, personnellement, j'ai réalisé, c'est qu'il y a une différence entre moi, ce que j'aimerais que la réalité soit, puis la réalité telle qu'elle est, dans le sens où les gens vous voient quand même, voient cette différence. Et je pense que c'est dans ce sens-là que aussi moi, puis parce que moi puis Moussa, on a fait partie d'un groupe, d'un regroupement de personnes issues de la diversité ethnoculturelle pour promouvoir justement notre place au sein des conseils d'administration. Puis pourquoi parfois on se met de l'avant puis on parle de ces questions? Parce que je pense qu'il faut démystifier un certain nombre de choses et qu'il ne faut pas hésiter à en parler, mais ce n'est pas toujours de gaieté de cœur, dans le fond, où, oui, parfois, puis souvent, on a envie d'être comme tout le monde, puis on n'a pas le goût qu'on nous parle de nos origines. Fait que, tu sais... Encore une fois, comme je disais, c'est que c'est selon vos termes et au moment et avec les personnes du contexte donné. Donc, vous n'allez pas raconter vos origines à la personne qui arrive à l'accueil qui vous demande où sont la salle de bain. Non, ça dépend de la relation que vous avez avec la personne et du contexte donné. Ma dernière question. Moussa, je voudrais que tu répondes particulièrement par rapport à ton implication bénévole. Okay. Alors, bon, on a fait un diagnostic et la solution, c'est quoi? Comment on fait pour réduire les effets de la charge émotionnelle sur les personnes non blanches au sein des organisations? On n'en a pas déjà parlé? Ouais. Je voulais que tu nous parles de ton implication bénévole, surtout par rapport à l'implication, l'inclusion dans les entreprises. Oui. Je vais y réfléchir. En attendant, je passe la balle à la prochaine personne. Bon, ben, moi, je veux juste parler, en fait, chez Desjardins. Vous savez, la diversité et l'inclusion, c'est un plan stratégique. C'est en fait, au niveau du mouvement, décliné sur plusieurs premières vice-présidences. Donc, moi, je suis l'ambassadrice de la diversité et de l'inclusion pour la première vice-présidence de technologie. Donc, ça commence par ça. Ça commence, en fait, pour avoir des ambassadeurs dans une organisation et d'en parler, de sensibiliser et d'engager donc les employés de Desjardins. Ça prend également de former donc au plus haut les gestionnaires, donc les vice-présidents au niveau des biais inconscients. On a tous des biais inconscients. Vietnamienne, ayant vécu en France, éduquée en France, c'est sûr que j'ai des biais inconscients aujourd'hui. Donc, je ne peux pas croire qu'il y ait personne qui soit à l'abri de ça.
Et puis, nous, on va aller, en 2020, donc on a formé les vice-présidents, on va aller former les directeurs principaux, les chefs d'équipe, et en parler à qui veut en parler, mais d'en faire en fait une discussion qui ne soit pas une discussion d'une mode ou d'un plan stratégique, mais de dire quelque chose qui paraît naturel. Et moi, vous savez, j'en parlais un petit peu, j'aurais pu publiciser le fait que je faisais partie d'un panel ce soir pour parler de la charge émotionnelle auprès de mes collègues, et je me suis gardée une gêne. Donc, vous voyez comme quoi, donc il y a encore ce côté de dire, ah, si j'en parle, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont dire, et encore Kim avec son dossier de diversité et d'inclusion. Donc, vous voyez comment on est encore pris dans ce truc de dire, est-ce que je dois en parler, mais à quel niveau? Alors, plus on va le vivre au quotidien, et moins on va faire d'événements exceptionnels où on va réunir des panélistes, et mieux on aura réussi notre mission. Mais aujourd'hui, il faut qu'on en parle, il faut qu'on réunisse des gens, qu'on invite des gens, puis encore se poser la question de dire est-ce que c'est pertinent. Vous voyez, donc on a encore du chemin à faire. J'ai compris la question. Donc peut-être au niveau des entreprises, puis ça a été mentionné, c'est vraiment les entreprises doivent se questionner sur leurs pratiques, sur leur façon de faire. Moi, j'étais bénévole au Conseil interculturel de Montréal, où c'est un conseil consultatif pour la ville de Montréal et les élus de la ville sur les pratiques en diversité et en inclusion et l'interculturel. Donc, régulièrement, on analysait les pratiques de la ville, on questionnait les pratiques de la ville, on soumettait des recommandations, et ça, à peu près n'importe quelle organisation peut le faire. Des ressources existent, par exemple Catalyst, qui peuvent appuyer justement à faire des diagnostics dans les organisations. Et j'aimerais aussi rappeler qu'au niveau individuel, les personnes qui vivent des situations comme ça, on a un peu un super pouvoir. Je ne sais pas si vous connaissez Spider-Man, je trahis mon âge. Spider-Man a un super pouvoir qui lui permet de sentir lorsque quelque chose ne va pas dans l'environnement. Et lorsqu'on vit des situations de charge émotionnelle, on devient très, très empathique et très sensible à ces enjeux-là, mais pas juste à nos enjeux propres, mais aux enjeux des personnes qui sont justement à mobilité réduite, des femmes et autres. Donc, on peut s'appuyer sur ce super pouvoir pour pousser nos organisations à aller plus loin. Donc, c'est ça. Les organisations doivent se questionner et nous, on doit pousser les organisations. Merci, mes chers panélistes. Alors, avant de passer le micro à mes collègues qui vont vous devrez juste lever la main et puis elles viendront vers vous. Je voudrais donner la parole à Nadia Bastien, qui est la directrice par intérim du BINAM. Le BINAM, c'est le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de la ville de Montréal. Elle a travaillé auparavant en coopération internationale et à la direction d'organismes non gouvernementaux. Donc, je voudrais, s'il te plaît, Nadia, que tu nous donnes ton sentiment. J'arrive. Merci. En fait, il y a tellement de choses qui ont été dites par les panélistes. Je trouve ça extraordinaire comment vous avez couvert énormément d'enjeux, certains pour lesquels j'avais le goût de rire, certains pour lesquels j'ai eu envie de pleurer, honnêtement. C'est en écoutant certaines choses que je peux avoir vécues à différents moments de mon parcours. Donc, je ne peux pas revenir sur ce que vous avez dit parce que je suis d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites, mais un élément sur lequel j'aimerais peut-être insister au niveau de la charge émotionnelle. Moi, dans ce dossier-là, je suis à la fois, je fais partie de cette deuxième génération dont vous avez parlé, qui est donc née au Québec. Et un élément de cette charge émotionnelle, c'est ce que j'appellerais le conflit de loyauté qu'on est souvent appelé à vivre. Puis vous l'avez abordé, mais je pense que c'est important d'insister là-dessus, parce qu'il y a cette question constante qui demeure. Est-ce que je dois être loyal à ma communauté d'origine et donc la représenter, parler en son nom et ne parler qu'en son nom? Est-ce que je dois être loyal au fait d'être né, que des fois même qu'on veut me faire porter comme étant un privilège par rapport à ceux qui ne le sont pas? Donc, est-ce que je dois être loyal à cet élément-là? Et comment jongler avec ce conflit de loyauté? Puis ce que j'ai envie d'y répondre, c'est qu'on ne devrait pas avoir à choisir. On ne devrait jamais avoir à choisir. Cette fameuse question... est-ce que tu te sens plus québécoise ou tu te sens plus haïtienne? On ne devrait jamais avoir à répondre à ça. Et on se la fait poser souvent. Je pense que c'est important qu'on accepte nos identités plurielles. Je suis une femme, je suis une maman, je suis une gestionnaire, je suis et tellement d'autres chapeaux qu'on choisit de porter.
Donc, c'est autant un message que je nous envoie, ceux qui le vivons, de dire comment on jongle, mais d'arriver à le nommer, à bien le vivre, puis à ne pas, qu'on ne devrait pas, en fait, avoir à faire ces choix-là, à choisir un des chapeaux plus qu'un autre, à endosser un des chapeaux. Puis je pense que, puis ça a été dit aussi, le fait d'en parler aujourd'hui, c'est déjà un pas énorme. Quand le concept de charge mentale a été nommé pour les femmes particulièrement, qui devaient à la fois être la mère parfaite, la femme parfaite, l'employée parfaite, c'est incroyable comment ça fait comme OK, ça existe, il y a un terme à ça. C'est pas que moi qui le vis, on est nombreux à le vivre. Et donc, cette charge émotionnelle, je pense que c'est intéressant aussi qu'on puisse enfin la nommer, qu'on puisse en parler, qu'on puisse échanger sur nos coping strategies, sur comment on fait entre nous quand on la vit, mais aussi en parler avec ceux qui la vivent différemment. Parce que j'ai aimé aussi que vous ayez mentionné que tout le monde la vit, peu importe nos origines, peu importe nos chapeaux, mais qu'on la vit différemment. Et donc, d'ouvrir le dialogue là-dessus, de ne pas présumer que l'autre est mal intentionné quand il ne comprend pas nécessairement la façon dont moi je le vis, mais d'entamer le dialogue pour dire, sais-tu que moi, ta question, je l'ai perçue comme ça, je l'ai reçue comme ça, puis de réaliser comment ça crée des rapprochements, parce qu'il n'y a rien comme quand on arrive à comprendre ce que l'autre peut avoir ressenti. Donc, je nous invite tous, autant que nous sommes, à ouvrir ce dialogue-là, qui des fois est malaisant, effectivement, qui est inconfortable, mais qui vaut la peine d'être nommé, parce que c'est le premier pas si on veut contribuer à faire en sorte que les choses changent. Merci, Nadia. Alors, on va garder un micro pour les panélistes, et puis moi, je vais faire ce côté-là, et toi, tu fais l'autre côté? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut poser une question ou un commentaire? Oui. Je me rends. Un collègue arrive. Bonjour. Ma question est la suivante. Comment s'assurer que le message, ce n'est pas un message de victime? On dit que le taux de chômage, est très élevé. On dit, c'est la vérité, que le chômage est très élevé chez les minorités visibles. Et là, maintenant qu'on vous donne accès à travailler, vous dites, il y a de la charge émotionnelle. Comment s'assurer que le message n'entend pas dans les, comment on appelle ça, les accommodements raisonnables? C'est comme, vous n'avez pas de travail, là, vous êtes rentré, vous avez des difficultés, là, c'est comme... Alors, comment que le message soit plus orienté vers, on veut juste la justice et être respecté? Parce que la charge émotionnelle c'est pas nécessairement, dans le cadre d'un travail, c'est pas nécessairement juste les minorités visibles. Je peux être blanc et vivre beaucoup de ces expériences, de voir le poids sur mes épaules, de ne pas faire les erreurs. La chose peut-être qui est spécifique aux minorités visibles, c'est un petit peu que c'est plus vaste. Le fait de embaucher quelqu'un d'une autre culture, quelqu'un qui est né ici, c'est pas quelque chose qui va prendre en considération. Il est le candidat, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Mais ma question, c'est comment s'assurer qu'on ne tombe pas dans un discours. OK, là maintenant, une autre façon de victimisation. Ouais. C'est peut-être mon grand âge qui fait qu'on me donne tout le temps le micro. Je ne me fais aucune illusion sur mon intelligence supérieure. Moi, je dirais, je pense que la réponse est dans votre question. C'est de partir. Et d'ailleurs, vous remarquerez que j'ai commencé comme ça, en disant la charge émotive, tout le monde la porte, quelle que soit notre origine. Dans la culture majoritaire, il y a aussi la charge émotive. Chez des femmes, chez des personnes issues de milieux défavorisés et qui se retrouvent tout à coup dans un milieu, je pense au cabinet d'avocats. Au cabinet d'avocats où se retrouvaient des gens qui avaient passé leur barreau brillamment, mais qui ne venaient pas d'une famille d'avocats et qui se retrouvaient dans un cabinet d'avocats et qui n'avaient pas les codes. D'accord? C'était de très bons avocats, mais ils ne connaissaient pas la musique classique. Et c'était une charge émotive parce que quand ils racontaient leur week-end, il était peut-être moins intéressant ou leur enfance que celle des autres. Donc la réponse est dans la question. C'est juste de rappeler que ce n'est pas une contrainte de plus associée à l'inclusion des minorités,
Inclure des minorités, c'est pas les accommoder et en plus les materner pour ne pas qu'ils vivent la charge émotionnelle. C'est juste de considérer la charge émotionnelle différemment. C'est de dire la charge émotionnelle existe pour tout le monde. Et en étant un milieu inclusif, il faut tenir compte du fait qu'elle est vécue peut-être ou ressentie différemment chez des personnes issues de la diversité. Mais ce n'est pas une contrainte additionnelle qui vient avec la diversité. Moi, c'est comme ça que je le jouerais, en fait. Mais je veux juste dire, au niveau c'est vrai que c'est ce que je disais aussi, on a toujours peur de passer pour des victimes, mais il y a quand même des réalités parfois qu'on a besoin de nommer. Puis je pense que c'est comment on trouve l'équilibre dans cette conversation. Parce que, tu sais, on en parlait, là, ces conversations vont devoir avoir lieu dans les organisations à mesure qu'on devient de plus en plus diversifié. Et on a vécu la même chose au niveau des femmes. Hein, il y a vraiment des enjeux parfois spécifiques au niveau des barrières, qu'on appelle les barrières invisibles que vivent les femmes. Est-ce que parler de ces barrières invisibles fait de nous des victimes? Moi, je pense que non. On a cette responsabilité d'en parler. Le fait d'en parler, ça va ouvrir la porte aussi. Ça va amener les entreprises à créer des solutions. Et je pense que c'est là aussi notre responsabilité, en bout de compte, ça n'est pas de rester dans cette conversation, mais de le nommer pour arriver à des solutions. Et comme Moussa le disait, nous, on peut faire partie aussi de la solution parce que peut-être qu'on a aussi un certain nombre d'empathie, puis tout ça qu'on a développé. Mais je ne pense pas que le fait de nommer un certain nombre de barrières fait de nous forcément des victimes, mais j'avoue que c'est quand même très délicat. Fait qu'il faut trouver l'équilibre dans ça. J'ai une question ici. Bonsoir. Merci en tout cas pour l'échange et les nombreux commentaires et les questions. D'ailleurs, ma question rejoint énormément les propos qui ont été posés juste avant. On a beaucoup parlé de la structure, des biais inconscients, des solutions pour déconstruire l'organisation actuelle au sein surtout de l'entreprise. Mais je pense que la grande problématique déjà entre nous, moi étant femme et en plus racisée, c'est le fait déjà d'en parler. Donc c'est déjà le premier pas. Vous avez dit justement qu'il faut en parler, mais c'est ce premier pas d'en parler, de mettre des mots sur notre difficulté, sur ce qu'on vit, parce que bien souvent on se dit on n'a pas le droit d'être une victime, on est ici parce qu'on nous a donné une chance, donc on a notre place, donc à nous aussi de profiter de cette chance qu'on a. Donc on a déjà cette construction de chance qu'on arrive à atteindre sur certains postes ou certaines structures. Et ma question c'est comment justement briser donc cette barrière qui existe entre la libération de la parole, que ce soit pour les minorités visibles, mais aussi pour les minorités de classe. Si on avait la solution, ça serait plus simple. Oui, non, mais en fait, je réfléchis, je ne veux pas répéter ce qu'on a déjà dit. Mais ouais. Puis tu vois, c'est drôle, hein. Pour un immigrant, en fait, il y a plusieurs phases dans une vie. Il y a la phase de déni de ta culture, de ce que parce que tu veux tellement ressembler en fait, au pays qui t'a accueilli. Et après ça, donc, à 21 ans, tu reviens donc, vers les origines, mais parce qu'il faut que tu fasses ton chemin, il y a comme on oublie un petit peu son histoire. Arrive le moment où tu as des enfants. C'est là que tu te dis, j'ai un rôle, moi, en tant que mère, de représenter, de le rendre fier de qui il est, parce qu'aujourd'hui, il a un problème d'identité. Il a l'éducation québécoise, il va à l'école, il a des bonnes notes comme tout le monde, mais quand il se regarde dans la glace, il se dit, maman, mais je ne suis pas un Québécois, pourtant il est grand, il est beau, Mais quand il parle à ses amis, il me dit, mais moi, je suis juste un Vietnamien. Okay? Donc ça commence par ça. Donc je pense qu'il y a un cheminement. Donc moi, je me sens très, très responsable aujourd'hui de rendre à la communauté, premièrement, donc d'avoir un discours, parce que j'ai un rôle, un statut donc, en tant que gestionnaire, de porter cette parole-là chez Desjardins. Donc ça, c'est la première étape. Et d'avoir suffisamment de recul pour dire aujourd'hui,
de comprendre, de parler, d'avoir le courage de parler de la charge émotionnelle, de dire, moi, DP, là, parfois, je me pose des questions quand je me présente au comité de gestion, de me dire, est-ce que je devrais dire ça? Parce que si je dis ça, ils vont se dire, l'asiatique. Encore une côté soumise, celle qui livre mais qui ne parle pas trop d'elle. Le marketing de moi, je n'arrête pas de dire au monde, faites du marketing de vous, mais moi, pour ma carrière, est-ce que je le fais suffisamment? Donc, il y a tout ce cheminement-là. Donc, la réponse, elle est pas facile. Mais je pense qu'il arrive un moment dans une carrière où ça va t'arriver de dire, je pense que c'est le moment de parler. C'est le moment de parler des expériences et de dire combien, moi, en tant que directrice principale, je contribue à la communauté puis que j'ai ma place aujourd'hui. Et que c'est important que j'en parle pour les futures générations qui, eux, vivent les mêmes choses que moi j'ai vécues. J'espère que j'ai répondu un petit peu à la réponse. Je rajouterais aussi que c'est important de se trouver des alliés. Moi, j'ai compris ça en étant sur des conseils d'administration. Quand je voulais faire avancer des idées, les seules fois où ça a marché, c'est lorsque je n'étais pas seul, lorsque j'en avais parlé avec des alliés, des personnes qui pouvaient m'appuyer pour qu'on soit justement une masse critique. Donc, si tu veux si tu ne te sens pas encore à l'aise de parler, mais que tu veux arriver à un point où tu es à l'aise, c'est de demander à parler à des gens que tu penses qu'eux, ils sont à l'aise, apprendre auprès d'eux. Le mentorat, c'est une super belle façon aussi d'apprendre comment agir dans certains environnements. Donc, à travers des alliés, des mentors, se questionner et les questionner sur la meilleure façon d'atteindre tes intentions, tes objectifs. Je vais juste compléter que souvent, ce qu'on voit aussi dans les entreprises, de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les groupes de ressources d'employés. Puis, je suis d'accord, il ne faut pas que ça devienne des ghettos, ces groupes-là, mais l'une des fonctions de ces regroupements d'employés, souvent sur la base d'identité des femmes, tout ça, c'est aussi de permettre de se trouver des alliés puis de partager un certain nombre de questions puis de discuter ensemble. Fait que ça fait partie des solutions. Ok, peut-être un peu rapidement, juste parce que je crois entendre votre préoccupation, la jeune femme qui vient de s'exprimer, c'est que comment ne pas donner l'impression, vous dites, on a déjà la chance d'avoir un travail et on ne veut pas la ramener avec... déjà, c'est de la charge émotive, c'est-à-dire j'ai déjà de la chance. Vous avez le travail parce que vous le méritez. Mais je pense qu'une des pistes ou des stratégies, c'est de ne pas être la personne qui ne s'exprime que quand il s'agit... il y a plein d'injustices, il y a plein de difficultés dans une organisation. Et des fois, ça n'a rien à voir avec la diversité, ça n'a rien à voir avec les minorités visibles. Et de se donner le droit et le devoir aussi d'être là où on ne nous attend pas. De dire là, c'est pas moi, c'est pas mon groupe, ça n'a même rien à voir, mais je trouve pas ça correct ce qui se passe. Donc là, on devient beaucoup plus crédible parce qu'on n'a pas l'impression qu'on ne fait que prêcher pour sa paroisse. Et on a plein d'occasions dans une organisation de faire ça, et ça nous rend d'autant plus crédibles et indépendants quand on s'exprime aussi, quand ça concerne beaucoup plus directement notre propre catégorie. Bonjour. Mon nom, c'est Abdoulaye Fam. Je suis cadre dans la fonction publique. Donc, je travaille pour le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Et je suis comme un peu mon collègue quand j'ai vu le titre, la charge émotionnelle des minorités visibles. Ma première réaction, c'était qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que, dans le fond, ça n'avait pas l'air d'avoir du bon sens pour moi. Mais en fait, après avoir écouté vos témoignages, je reviens à ce que vous aviez dit, Rachida, qui est « ils vont penser que ». Dans le fond, elle est là, ma charge émotionnelle à moi. Parce que ça fait plus de 30 ans, effectivement, que je travaille ou dans le communautaire, pour finir actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Mais ça a toujours été, je ne dois pas montrer de la faiblesse parce que ça risque d'avoir un impact sur les autres qui vont arriver après moi et effectivement faire en sorte qu'ils ne vont pas être embauchés à cause d'une certaine faiblesse qu'ils ont montrée. Même quand je travaillais dans des manufactures, je dis non, dors pas, continue, parce que si jamais tu ne le fais pas de la meilleure façon qui soit, ben les autres vont payer le prix parce que toi, tu ne l'as pas fait, selon eux, de la bonne façon.
Là-dessus, c'est un sujet assez large. Je pense, j'avais aussi une petite affaire que j'ai beaucoup appréciée, et je ne vous demanderai pas nécessairement d'aller là-dessus, mais c'est les rapports intergroupes. Les rapports intergroupes. Parce que quand on parle de minorité, on voit que le champ est large. On vient de au moins 200 pays, plus de 200 pays dans le monde, avec dans le même pays plusieurs cultures qui sont dans le même pays. Et ici à Montréal, ce sont toutes ces personnes qu'on accueille. Ça, c'est un défi pour l'avenir. Rassurez-vous, il y a un terme peut-être qu'on pourrait utiliser qui s'appelle l'interculturel. Je n'ai pas entendu le mot, mais l'interculturel pourrait être un type de solution pour ce genre de défi. J'aimerais finir sur une note positive. En fait, 2 notes positives. La première, c'est de se rappeler quand même qu'une personne sur 3 à Montréal est née à l'extérieur du Canada. 1 personne sur 3. Ça fait quand même plus de 30% des personnes qu'on côtoie à tous les jours qui est d'une origine étrangère. La deuxième affaire sur laquelle je voudrais insister, et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, parce que je ne veux pas que ma fille à moi se fasse poser la question que votre personne s'est faite poser, qui était la fille noire, qui était d'où est-ce que vous venez ou d'où est-ce que vous êtes. Et ça m'amène à justement cette autre constatation qui est les écoles de Montréal. Je vous inviterai à aller visiter Ville-Saint-Laurent ou aller visiter Côte-des-Neiges, les écoles primaires de Montréal. On se demanderait, il est où le Québécois de souche? Et ça, c'est un autre défi qui nous est lancé parce que ces enfants-là n'accepteront pas qu'on leur dise « vous n'êtes pas d'ici » parce qu'ils sont vraiment d'ici, des fois même de 3e génération. Je vous remercie infiniment. Ce qui a été dit ici était très, 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 très encourageant. Les 4 panélistes, merci infiniment. La dernière question ou le commentaire? Bonsoir, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Ma question porte plus sur ce que peuvent faire les organisations, en fait. Donc, on voit que vous avez répondu que les individus pourraient s'inscrire à des groupes, par exemple des groupes d'employés. On sait qu'on a entendu parler aussi du réseautage au niveau des jardins. Qu'est-ce que les organisations peuvent mettre en place pour accompagner, pour aider? Est-ce que vous avez d'autres exemples, d'autres solutions? Merci. Écoutez, il y a de très belles initiatives qui sont en vigueur actuellement au sein des organisations. Par exemple, la Concertation Montréal. Moi, je suis chargée de projet et mon travail, justement, consiste à accompagner les organisations qui souhaiteraient donc ouvrir leur conseil d'administration à plus de membres issus de la diversité. Et on les accompagne dans ce processus-là. On a tout un programme, des formations, des ateliers, des activités, et on les met ensuite en contact avec des leaders, des professionnels issus de la diversité. Alors, il y a des initiatives qui existent, qui gagnent à être connues, et d'ailleurs, c'est ça mon défi. J'essaye vraiment de contacter et les regroupements et les organisations pour qu'elles soient au courant de ce programme qui est gratuit et qui s'adresse donc aux organisations. On parle d'OBNL, de coopératives, d'organisations publiques, parapubliques. Alors voilà, ça c'est un exemple, par exemple, et il va y en avoir plusieurs au courant de l'année et dans les 3 années à venir. Alors, sans compter les autres initiatives aussi qui existent au sein de notre organisation et qui visent justement à mettre en valeur l'apport de la diversité. Absolument. On a une banque de candidatures, mais je vais passer le micro à mes collègues aussi. Parce que désolée, on ne veut pas avoir l'air de se plugger, là, mais juste soyez à l'affût parce qu'il y a beaucoup d'initiatives justement pour encourager l'inclusion et la diversité. Donc, juste pour faire un petit clin d'œil à notre autre initiative pour répondre à la question de madame, on a une banque de la diversité dont ma collègue est responsable. Et Là, je viens de me faire imposer.
un micro. Ah, Concertation. Oui, c'est Concertation Montréal, en fait. Donc, on parlait tantôt là, du manque de diversité sur les conseils d'administration. Donc, nous, c'est vraiment plus à ce niveau-là qu'on œuvre. On a là, justement les conseils qui voudraient diversifier leur offre. On a une banque de candidats issus de la diversité ethnoculturelle, mais aussi les plus jeunes et les personnes justement en situation de handicap. Donc, voilà. Excusez-moi, peut-être juste pour répondre à la question de madame, parce que je pense que sa question, c'était, j'ai compris, quelle solution pour travailler sur la charge mentale dans les organisations? Qu'est-ce que les organisations peuvent faire? C'est ça. Donc, vous, c'est une offre de service. Je comprends que donc, dans les organisations, il y a les enjeux de santé mentale actuellement parce que la charge émotionnelle, c'est un enjeu de santé mentale dans les organisations. Donc, il y a des initiatives qui se font dans les organisations pour traiter les enjeux de santé mentale. Et ça peut être des groupes de co-développement à l'interne. Là, on parle de la prise en charge des organisations par elles-mêmes. On parle pas d'un... Et ça offre l'avantage de ne pas faire porter le fardeau sur les minorités. Et ça rejoint la préoccupation de monsieur et de madame, un ghetto d'immigrants qui se disent on porte une charge mentale, on va se retrouver entre nous pour en parler. Ça devient une organisation responsable doit se préoccuper des enjeux de santé mentale. On fait des groupes de co-développement entre employés. C'est encadré parfois par des spécialistes de l'animation de groupes de co-développement et on parle d'enjeux de santé mentale et ça inclut la charge émotive et chacun a sa charge émotive et il se trouve que des personnes issues des minorités ont une spécificité qui est le conflit de loyauté, le syndrome de l'imposteur, ils vont penser que, bon, etc., etc. Ça, c'est une piste. Je pense de se raccrocher à ça, aux enjeux de santé mentale et d'intégrer ça plutôt que d'en faire quelque chose d'à côté qui peut donner l'impression qu'on greffe une préoccupation, une doléance victimisante. Très court alors, hein? Très parce vite. qu'on a un film à voir. Oui, parce que je ne veux pas qu'on se laisse sur justement des questionnements sur qu'est-ce que les entreprises peuvent faire. Puis, juste vous dire, il y a une grande partie de notre rapport, il est sur notre site Internet. Il y a une partie qui, justement, traite des pistes d'action, puis on en a parlé un peu. Mais je pense qu'il faut justement ne pas se laisser sur ça, le fait qu'il y a une responsabilité des entreprises. Puis quand on parle des entreprises aussi, on parle des leaders aussi, puis des gens qui sont dans des rôles de gestion qui vont avoir un rôle clé à jouer dans les prochaines années. Oui. Oui, absolument. On reparle le débat? C'est parti pour une autre heure. Oui, bravo, madame. Madame parle de la responsabilité individuelle, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a la responsabilité des entreprises, parce que je pense que c'était notre public qu'on voulait, mais c'est extrêmement important. Une première responsabilité individuelle, c'est de se décentrer et de poser son propre diagnostic, de dire, est-ce que ce que je vis là, cette charge que je m'impose, est-ce qu'elle m'est imposée de l'extérieur ou elle m'est imposée de l'intérieur ? Parce que des fois, c'est intérieur, c'est nous qui nous imposons un fardeau et on attribue aux autres. Mais c'est sûr que nous, on est en train de parler de la responsabilité des organisations, mais c'est très clair que dans ces questions-là, la première responsabilité était individuelle. Moi. L'individu, absolument. Oui. Je vais devoir vous couper. Absolument. Je suis désolée. Merci beaucoup à nos panélistes. Merci au public. Je voudrais vous annoncer qu'on va regarder un film maintenant qui s'appelle Bagages. Vous avez des pizzas derrière vous. Vous avez des chips sur votre gauche. Et du coca, c'est pas très bon pour la santé, mais bon, pour ceux qui veulent. Du Sprite et de l'eau gazeuse. Donc, dans 5 minutes, on met le film. S'il vous plaît, servez-vous rapidement et retournez à votre place. Merci. On pourra continuer la conversation après le film si vous voulez, si vous avez envie de poursuivre.